Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT CatNat consacrée au bilan des catastrophes naturelles en 2021 et tournée à la 13e journée CCR4. Comme vous allez le constater, nous avons renouvelé la formule de notre JT et pour commencer, nous réserverons désormais une large partie au décryptage d'un sujet illustré par des cartes et des infographies. Nous poursuivrons en plateau avec des invités. Aujourd'hui, nous recevons Georges Farah, responsable du département Data Science et Actuariat chez CCR. Il sera accompagné d'Emmanuel Dubreuil, directeur des sessions chez Covea, et Jean-Claude Eudes, directeur général des services de l'établissement Public Loire. Ils vont nous livrer leur analyse de l'année passée. Justement, jetons tout de suite un œil sur l'année 2021 en termes de sinistralité due aux catastrophes naturelles. Pour m'accompagner, Georges Farah pour décrypter les chiffres. Bonjour Georges. Bonjour Thierry. Alors Georges, si on se tourne aujourd'hui sur le coût global des dommages assurés en 2021 sur cette frise et si on fait un focus global sur les inondations, entre 450 et 600 millions d'euros de dégâts assurés selon CCR. Si on se tourne vers la sécheresse, entre 130 et 170 millions de dégâts assurés. Si on fait un petit parallèle avec l'année 2020, l'année précédente, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette variation ? Ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2021, elle était moins sinistrée que l'année 2020. À titre de comparaison, pour l'année 2020, CCR a estimé le montant des dommages assurés entre 1,3 et 1,7 milliard d'euros. La sécheresse pèse entre 1 et 1,2 milliard d'euros. Et pour les inondations, on est entre environ 300 à 400 millions d'euros. Quel bilan vous tirez finalement? Est-ce que l'année 2021 est meilleure que l'année 2020? En tout cas, le montant des dommages assurés, il est inférieur. Très bien Georges, aujourd'hui si on regarde un petit peu la frise chronologique des deux derniers exercices, on voit que si on se fait un petit focus sur le risque inondation, on voit qu'en 2020, il y a eu évidemment un épisode extrêmement sérieux dans les Alpes-Maritimes avec entre 180 et 230 millions de dégâts assurés. Si ensuite je me projette un petit peu sur l'année 2021, il y a peut-être des événements de moins grande ampleur, mais un peu plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de comparaison? On a vu que quand même il y avait des événements autour de 70 millions dans le bassin parisien. Qu'est-ce que vous nous en dites? En fait, on a, je dirais, à part la sécheresse, l'événement le plus coûteux était les orages dans le bassin parisien et en Champagne. À l'échelle des catastrophes naturelles, je veux dire, c'est un événement de gravité faible. Voilà, mais si je peux peut-être vous en dire un peu plus sur cet événement. C'est un événement qui a eu lieu en juin 2021. Donc cet événement, il est né par la rencontre d'un air chaud qui vient du Maghreb avec un air frais qui vient de l'Atlantique. Ça a donné lieu à des orages. Ces orages, par endroits, ils ont été accompagnés par de fortes rafales de vent, par des précipitations, en particulier en Île-de-France et en Champagne. Très localement, on a relevé 50 mm d'eau en Île-de-France, jusqu'à 90 mm d'eau dans l'Oise ou dans l'Aisne. Pour cet événement, on a à ce jour 472 communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Et effectivement, le montant, on le voit affiché, le montant des dommages assurés, il est entre 75 et 100 millions d'euros. Donc ça fait environ un quart des dommages inondations de l'année. Alors Georges, si on fait cette fois-ci un zoom sur le risque sécheresse, qui fait aussi partie du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, CCR estime le coût des dommages assurés en 2021 entre 130 et 170 millions, même si 2021 marque une accalmie. Toutefois, depuis 2016, il n'y a que des événements de grande ampleur de sécheresse. Il y a des départements qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît ? Effectivement, pour l'année 2021, au niveau national, la sécheresse, en tout cas, elle a été peu présente. Comparé, comme vous venez de le dire, comparé aux années précédentes, on avait peu de sécheresse. Il ne faut pas oublier en revanche que si on raisonne au niveau local, on a quelques régions qui ont souffert de déficits hydriques importants. On le voit par exemple en haut à droite, le sud de la France, dans une zone qui va des Pyrénées jusqu'au bassin méditerranéen. Il y a la Corse également qui a été impactée. Il y a d'autres départements, on le voit surtout en bas à droite. Il y a la Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique, plus quelques localités dans l'est de la France, même si l'année 2021, elle a été peu marquée par cette sécheresse. Il y a des zones qui ont souffert, un peu plus que d'autres. Alors Georges, cette fois-ci, on va essayer de prendre un peu plus de recul à l'échelle de la planète. C'est vrai que la France a été relativement épargnée sur la sécheresse en 2021. Si on prend cet exemple, le désert de Lout en Iran,
Les températures sont montées jusqu'à 80,8 degrés. Malgré tout, le mois de juillet 2021 était le 3e mois le plus chaud de tous les temps jamais enregistrés. Donc ça, c'est pour la partie sécheresse. Il y a évidemment d'autres faits marquants, des violentes inondations en Allemagne et en Belgique qui ont eu lieu en juin 2021 avec plus de 200 morts, des séismes de magnitude 7,2 à Haïti ou encore le réveil de volcans aux Canaries et en Indonésie. Donc on voit que finalement l'année 2021 au global, à l'échelle de la planète, a été extrêmement actif. Merci Georges, en tout cas pour vos explications. Et moi, je vous propose de rejoindre nos 2 prochains invités. Il s'agit d'Emmanuel Dubreuil, directeur des sessions chez Covea, et Jean-Claude Eudes, directeur général des services de l'établissement public Loire. Et nous allons les rejoindre tout de suite en plateau. Nous sommes de retour sur le plateau du JT 4 Nat où avec Georges, nous avons rejoint Emmanuel Dubreuil, directeur des sessions chez Covea. Bonjour. Bonjour. Et à votre droite, Jean-Claude Eudes, directeur général des services de l'établissement public Loire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Georges, je vais commencer par vous. On l'a vu en début d'émission, la France a été globalement épargnée par les catastrophes naturelles. Toutefois, il y a une succession d'années avec beaucoup de sinistres ces dernières années. Est-ce les premiers effets du changement climatique? En tout cas, une question se pose. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir une nouvelle tendance de sinistralité qui s'ouvre devant nous? Effectivement, Thierry, l'année 2021, elle a relativement bien épargné la France en termes de dommages assurés liés aux catastrophes naturelles. Pour vous répondre à votre question, est-ce un signe de changement climatique ou est-ce qu'on peut déjà parler de significatif au sens statistique? Déjà, pour répondre à cette question, il faut regarder ce qui s'est passé en 2016 et 2020. Si l'on met le cyclone Irma de côté en 2017, il nous reste 2 périls principaux qui sont les inondations et la sécheresse. Pour les inondations, si l'on compare la période 2000-2015 à la période 2016-2020, en moyenne, les dommages assurés sont comparables. C'est-à-dire, on n'observe pas en moyenne une évolution ou une tendance à l'évolution des dommages inondations. En revanche, pour la sécheresse, le coût des dommages assurés entre 2000 et 2015 est environ 300 millions, contre un peu plus d'1 milliard sur la période 2016-2020. Donc on a bien un facteur 3,5 fois sur le montant de la sécheresse. 5 années de suite, avec un facteur 3,5 fois. Donc on peut déjà commencer à dire que les effets du changement climatique sont là. Il y a bien une tendance à la hausse. Pourquoi j'utilise le terme tendance et non pas significativité? Parce que 5 années à l'échelle des 4 nats, c'est encore peu. Et donc il faut voir dans l'avenir si cela se confirme ou non. Très bien. Emmanuel, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut s'attendre à des mouvements erratiques sur la sinistralité demain? Et est-ce que les années qu'on vient de voir sont déjà les premiers signes du changement climatique selon vous? En effet, on les constate déjà, ces signes avant-coureurs, comme disait Georges. Il est encore un peu tôt pour voir un effet manifeste, exponentiel des phénomènes dont on parle. Mais on voit avec l'accroissement des populations, que ce soit en France ou ailleurs, l'augmentation des richesses également, et surtout ces effets climatiques qu'on commence à percevoir de plus en plus, effectivement, il faut s'attendre à une certaine variabilité ou une certaine explosivité des sinistres climatiques à venir, et pas uniquement climatiques d'ailleurs, dans les années futures. Et d'ailleurs, quand on prolonge les scénarios qui ont été développés par le GIEC, par exemple, en regardant les effets à la fois localement au niveau français, mais également au niveau assurantiel, on constate que certains périls vont très probablement dériver de manière assez violente avec un accroissement des dommages assurés, un accroissement de la fréquence et donc, comme vous le dites, une variabilité, une volatilité qui va apparaître de plus en plus. Et qu'on constate effectivement déjà, avec le recul, peut-être pas sur les 5 dernières années, mais sur les 10 ou 15 dernières années, on voit ces évolutions qui commencent à apparaître très nettement. Très bien. Jean-Claude, avant de passer à vous, je reviens vers vous, Georges. Combien de communes en 2021 finalement ont été déclarées en état de catastrophe naturelle et quelle part de sinistralité pour CCR? En 2021, il y a à ce jour environ 2400 communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2400 communes n'intègrent pas les communes qui vont être reconnues au titre de la sécheresse 2021. Parce que la sécheresse 2021, les arrêtés ne sont pas encore parus. Par contre, le chiffre à avoir en tête, c'est qu'en moyenne, depuis 1982, depuis le début du régime, on a environ 3500 communes qui sont reconnues par an. Donc 2400, même si l'on ajoute les communes qui vont être reconnues au titre de la sécheresse, plus les quelques reconnaissances tardives au titre
des périls hors sécheresse de 2021, on restera, en tout cas il est peu probable que l'on atteigne la moyenne de 3500 communes reconnues par an. Donc encore une fois, aussi bien en termes de dommages assurés qu'en termes de communes reconnues en état de catastrophe naturelle, l'année 2021 elle a été plutôt clémente. Après, pour répondre à votre deuxième question sur la part prise en charge par CCR de la sinistralité, en 2021 elle est environ de 48%. Ça veut dire on regarde les dommages assurés au niveau France, CCR prend en charge 48% de cette sinistralité. Il y a 3 chiffres à avoir en tête. C'est en moyenne, depuis le début du régime, on est environ à 51% de prise en charge par CCR. Ça, c'est le premier chiffre. Un deuxième chiffre, pour une année comme 2017, où il y a eu le cyclone Irma, la prise en charge de la sinistralité par CCR était de 70%. Et le troisième chiffre à avoir en tête, en cas d'événements extrêmes, comme par exemple une inondation majeure en Île-de-France ou un tremblement de terre à Nice, cette prise en charge peut aller jusqu'à 90% de la sinistralité. Donc encore une fois, 48% reste en comparaison par rapport aux 3 chiffres que je viens de vous donner, prouve encore une fois que 2021 était une année peu sinistrée par rapport aux 5 dernières années. Très bien, merci pour ces précisions. Jean-Claude, vous êtes directeur général des services de l'établissement public Loire. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit peu quel est le rôle de cet établissement et sur quels risques vous allez être particulièrement vigilant, notamment sur le bassin de la Loire? Les 2 extrêmes du continuum, s'agissant des risques naturels liés à l'eau, pas assez ou trop d'eau, sachant que ces 2 problèmes peuvent se cumuler à des intervalles très très rapprochés. Côté inondation, la référence historique reste les crues de 1846, 1856, 1866. Cela fait suffisamment longtemps pour que certains imaginent que le problème n'existe plus, alors même que, j'allais dire, le risque reste entier et que le montant des dommages potentiels s'élève à un point de PIB, autrement dit quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. S'ajoute à cela, au-delà d'un risque de crue majeure, une augmentation du nombre de cas d'inondation par ruissellement avec des effets beaucoup plus localisés. Côté sécheresse, ce que l'on peut noter, c'est à la fois l'augmentation de la longueur, de la sévérité et de la fréquence des épisodes auxquels on est confronté. En termes de référence à ce jour, l'étiage le plus long enregistré sur l'établissement sur le bassin de la Loire, c'est 2015 avec 220 jours. 220 jours, ça fait quand même une partie de l'année. Le plus sévère, c'est 2019, avec plus de 200 millions d'euros de mètres cubes déstockés sur l'axe Allier, sur l'axe Loire, de la Lozère jusqu'en Loire-Atlantique. L'analyse socio-économique qui a été faite du soutien d'étiage 2019 fait apparaître que le retour sur investissement est extrêmement conséquent, puisque, à titre d'indication, c'est pas moins de 120 millions d'euros de production agricole qui ont pu être sécurisés cette année-là via ce dispositif. Pour mémoire, les projections pour le milieu du siècle, rapportées à la période de 1976-2005, confortent l'idée d'une augmentation des températures et, deuxièmement, surtout, une baisse des débits annuels des cours d'eau sur le bassin de la Loire de 10 à 40%, pouvant même subir des altérations supplémentaires sur certains secteurs de soutien d'étiage. Très bien, merci pour ces précisions. Emmanuel, je me tourne vers vous. On parle beaucoup de prévention comme outil pour les assureurs pour permettre de contenir la sinistralité. En quoi elle peut contenir la hausse de la sinistralité et est-ce qu'il y a des risques particuliers sur lesquels on peut agir? Avant même de parler de prévention, il y a un mot-clé dans cette affaire qui est communication. Et je pense que autant le grand public est très sensibilisé au phénomène de réchauffement climatique et de changement climatique, autant on peut capitaliser sur cette sensibilité pour mieux accompagner nos assurés et nos sociétaires avant même que l'événement survienne. Ce qui veut dire travailler sur les réseaux sociaux, envoyer des SMS lorsque l'orage de grêle survient, par exemple, ou la tempête, ou d'autres phénomènes comme l'inondation, afin de sécuriser déjà en amont ce qui peut se produire. Nos assurés et sociétaires sont très sensibles à cela et jouent le jeu, effectivement, d'autant qu'on les accompagne de plus en plus en leur fournissant des mesures de précaution, comme des bâtards d'eau, par exemple, en cas d'inondation,
qui tendent à limiter, mitiger le montant des dégâts qui vont être encourus. Donc cette communication est essentielle et globalement acceptée et globalement embrassée par toutes les populations. Derrière, évidemment, la prévention au sens classique du terme chez les assureurs, en anticipation, en sélection des risques, ainsi qu'un certain nombre d'autres actions, ça fonctionne très bien. À des degrés divers, suivant les périls, puisque sur l'inondation, ça marche bien, comme je viens de l'indiquer. Sur la sécheresse, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on est sur des phénomènes beaucoup plus lents et dont la cause n'est jamais complètement, manifestement, reliée à un événement climatique en soi. Donc c'est un peu plus difficile d'anticiper de ce point de vue-là. Et ensuite, on peut aller jusqu'à la remédiation post-sinistre. Et une remédiation qui soit durable, puisqu'on a de plus en plus affaire à des événements qui reviennent régulièrement, que ce soit la sécheresse ou que ce soit l'inondation. Même si dans le cas de la Loire, on voit qu'on a été relativement tranquille depuis un bon moment. Mais on sait que ce sont des phénomènes qui ont des récurrences. Donc il faut aussi remédier pour éviter que les dégâts se cumulent, s'aggravent, reviennent à intervalles réguliers et que les assurés se retrouvent finalement sans solution. Donc je pense que c'est toute la chaîne de valeurs risques qu'il faut savoir embrasser, allant de l'anticipation et de la communication jusqu'à la remédiation, et finalement développer chez le grand public, mais aussi tous les professionnels évidemment, cette culture de la gestion des risques. C'est pour moi quelque chose d'essentiel que de sortir juste de ce domaine de la prévention, dans lequel on a baigné pendant des années, pour ouvrir tout le spectre des solutions qui sont possibles. Très bien. Georges, sur la prévention, est-ce qu'aujourd'hui les communes qui ont des dispositifs de prévention voient leur sinistralité baisser? Et que se passe-t-il quand une commune est sinistrée et qu'elle n'a pas mis en place de dispositif de prévention? Effectivement, pour répondre à cette question, je vais faire référence à une publication que CCR a réalisée en 2020, qui est l'étude de l'impact de la prévention sur la sinistralité. Cette étude que vous pourrez voir même sur le site catastrophenaturelle.ccr.fr. Il y a 3 choses à retenir de cette étude. La première chose, c'est qu'en regardant la sinistralité historique, on a pu montrer que les communes qui bénéficient d'un plan de prévention des risques inondations, ou PPRI, elles voient leur fréquence de sinistres baisser. Donc la fréquence de sinistres, c'est le nombre de sinistres ramené au nombre de risques. La deuxième chose que l'on peut retenir, c'est que les communes qui, en plus, bénéficient d'un PAPI, voient en plus leur coût moyen baisser. Donc là, pour ceux qui sont familiers, coût moyen, fréquence de sinistre, ça fait lien avec sinistralité. Donc les dispositifs de prévention, en tout cas en cumulant les 2 effets, montrent que la sinistralité baisse. Et en tout cas, la troisième chose à retenir, c'est que l'on a regardé sur toutes les communes qui ne bénéficient pas de dispositifs de prévention et on n'a pas observé en tout cas de tendance à la baisse de la sinistralité de ces communes. Donc, en conclusion de cette étude, les dispositifs de prévention, donc en particulier PPRI et PAPI, ont pu contenir la sinistralité passée. On le voit peut-être, tout à l'heure je vous disais que en tout cas que sur la période 2000-2015 comparée à la période 2016-2020, on ne voit pas en tout cas une évolution significative, ni même une tendance de la sinistralité inondation. Sachez que là on a regardé sur l'historique et que l'on a une étude en cours en ce moment à CCR qui va être de déterminer si les dispositifs de prévention qui ont prouvé être efficaces sur l'historique, s'ils le seront à horizon 2050 et à horizon changement climatique. Très bien, merci. Jean-Claude, une dernière question pour conclure. Selon vous, quelles sont finalement les actions à mener pour limiter l'impact des risques climatiques, notamment dans votre région? Vu du bassin de la Loire, je serais tenté de dire que le portefeuille d'action est déjà bien garni. Et ce dont il s'agit plutôt, c'est d'accélérer le rythme de déploiement, d'accroître le volume de mesures concrètes, et si possible, en faisant cela plus facilement, je serais tenté de dire, c'est qu'impose simplement, quelquefois, de faire évoluer les modes de faire. Et je rejoins une grande partie des échanges de ce matin, c'est en ce sens que dès 2013, l'établissement a pris l'initiative de promouvoir l'intégration des sciences comportementales dans la gestion de l'eau et des risques naturels associés,
avec la conviction qu'une bonne maîtrise des biais comportementaux était de nature, en quelque sorte, à favoriser leur prise en considération d'un dispositif d'intervention et améliorer les résultats, ne serait-ce qu'en termes d'utilisation de la ressource en eau dans le sens d'une plus grande sobriété. Pour autant, tout ceci ne vaut que si la confiance entre les acteurs est au rendez-vous. C'est, sur un bassin fluvial, la clé du succès de toute entreprise partenariale. D'où l'importance, alors que les sentiments de défiance sont quelque peu exacerbés, de trouver des moyens permettant d'améliorer en quelque sorte cette confiance. J'en citerai que deux. Tout d'abord, c'est restaurer, je dis bien un terme, restaurer la confiance dans la justification des choix opérés et la qualité des opérations menées, avec la mobilisation, la décision, plutôt l'expertise scientifique au service de la décision publique. La deuxième voie, qui est peut-être moins souvent évoquée, c'est de renforcer la confiance entre l'ensemble des parties prenantes par l'institutionnalisation du recours à la médiation. Médiation non seulement de projets, mais médiation dans la gestion des différends. Il s'agit là d'un important facteur d'amélioration relationnelle et également de performance collective, qui plus est souvent porteuse d'engagement durable. Pour être clair, ce levier puissant que constitue la médiation dès lors qu'elle est faite dans les règles de l'art et non pas improvisée ou usurpée, permet de triturer le binaire, qui oppose en général, pour aller chercher les gens là où ils sont, par rapport à leurs besoins réels de garantie, de sécurité, les amener à la table et les garder à la table où se construisent et où s'approuvent des décisions. Tout le monde cherche la sécurité, tout le monde cherche des garanties pour l'utilisation de la ressource en eau. Sans processus de médiation authentique, le risque est grand que ceux-ci se traduisent par des tensions exacerbées. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, en tout cas pour vos éclairages. Et moi, je vous propose tout de suite de passer au brève sur l'actualité récente des catastrophes naturelles. Cette édition du JT dédiée au bilan des catastrophes naturelles en 2021 est maintenant terminée. Merci pour votre attention et moi je vous propose de nous retrouver bientôt sur News Assurance Pro.